ce que Marie-Louise m'avait proposé, c'était de donner les 10 commandements. Mais comme je ne me sens pas l'âme de Moïse, j'ai préféré réduire la liste à 7 et me contenter des péchés. Voilà. Alors, bon, peut-être, sans faire trop de théologie quand même, hein, je suis pas particulièrement doué dans la matière. J'étais recherché une petite définition du péché, mais qui me semble tout à fait intéressante et puis bien fondée, hein. C'est quand même saint Augustin qui le définit. Donc j'aime bien parce qu'il y a un petit côté marxiste. L'attachement pervers à certains biens, ça devrait faire penser naturellement au fétichisme de la marchandise de Marx, hein. J'en vois un lien direct. Effectivement, le deuxième élément de la définition, et j'aime aussi se porter atteinte à la solidarité, hein. C'est comment le fait d'être attaché à un objet en particulier et nos KPI, finalement, nous amène à désolidariser l'ensemble du management. Hein, je pense que ça donne une bonne perspective. Donc, merci Saint-Augustin. Petit rappel quand même sur les KPI, hein, ça semble naturel pour tout le monde, mais les KPI, en fait, n'ont de sens que dans un cadre qui est celui d'un feedback, hein. Donc l'entreprise, l'usine, le service marketing, c'est une boîte noire, il y a des inputs qui rentrent, il y a des actions qui en ressortent, qui vont produire un certain nombre de résultats, et on a un retour d'information qui revient. Le KPI, l'indicateur, c'est ce retour d'information sur les actions qu'on a commandées. On n'oubliera pas un élément absolument essentiel, c'est les normes, hein. On est dans le modèle du radiateur, hein, puisque ça va être à la mode cet hiver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser les normes de 21, 22, moi c'était 27, mais on va les baisser à 19 ou 18 degrés pour pouvoir s'adapter à notre environnement, notre nouvel environnement que les Russes nous ont façonné. On n'a pas encore de réponse sur ce qui s'est passé dans les tuyaux de la mer du Nord, mais manifestement, ça participe à l'ensemble. Alors c'est important ces normes, hein, parce qu'il n'y a pas de KPI sans normes, il n'y a pas de KPI sans objectif. Et une des faiblesses des KPI, c'est que quelquefois ne satisfont pas du tout l'objectif visé, et que dans ces cas-là, il ne faut pas tellement modifier l'action, mais être en mesure de modifier la norme elle-même comme définition de l'action. Et au passage, ça s'appelle l'apprentissage en double boucle, hein. En boucle simple, c'est quand on fait des actions et on réajuste en fonction d'un indicateur. Et puis quand l'environnement change, ce n'est pas d'indicateur qu'il faut changer, c'est d'objectif. Mais on reviendra là-dessus. Voilà, ça c'était pour la présentation. Pour les péchés, ma présentation va être simple, hein. Je n'ai qu'à énumérer. Donc, un petit tour rapide des principaux points. Alors, il n'y a pas d'ordre d'importance ou il n'y a pas de règle particulière à part pour le dernier, mais disons que le premier défaut des KPI, en tout cas le premier péché des KPI, c'est quand il y a trop de KPI, hein. Je vais peut-être directement continuer dans l'ordre. Donc, premier péché, trop de KPI tue les KPI. Et ça, on va le comprendre assez simplement et on peut ramener ça à des notions plus générales, plus fondamentales de psychologie. C'est ce qu'on appelle le conflit de rôle. Lorsqu'on multiplie les KPI, on demande aux acteurs de multiplier, on les met au risque d'avoir des objectifs qui soient contradictoires. Donc, naturellement, la recommandation est assez simple, hein. Un KPI suffit. Dès qu'il y en a plusieurs, on commence à préparer les problèmes à venir. Et l'idée essentielle, c'est cette idée de conflit de rôle. Un collaborateur ne travaille bien que s'il n'y a aucune ambiguïté sur les buts qu'il a à atteindre. Si on lui demande de poursuivre 2 buts contradictoires, généralement, ça mène à la folie. Ou en tout cas, peut-être pas toujours à la folie, mais au désengagement de manière absolument certaine. Pensez des contradictions comme « je veux acquérir plus de clients et je veux en même temps fidéliser plus de clients ».
à un moment donné, on va se poser la question de la balance. Donc, premier péché, pas très compliqué, il ne faut pas être trop gourmand, puisque c'est dans l'air du temps. Il vaut mieux être frugal en matière d'utilisation de KPI. Un seul, mais naturellement le bon. Le deuxième péché, c'est l'avarice. L'avarice au sens où on n'a pas envie de changer de KPI, où on se dit les KPI, c'est pour la vie. Alors, cette remarque-là, ça me conduit à une chose assez intéressante, une observation intéressante, puisqu'on est encore dans les retours d'expérience du Covid. Ce qu'on a appris dans le Covid, une des choses en tout cas qui m'a semblé remarquable dans les épisodes Covid, c'est la multiplication des indicateurs qui ont été proposés pour suivre la situation et pour régler les mesures de distance sociale, que ce soit au gouvernement, le Conseil de la santé ou l'ensemble des autres organismes. Ce qui a été remarquable, c'est que ces KPI sont apparus quasiment de manière spontanée. Très rapidement, au bout de quelques semaines, on a vu des plateformes de données se constituer un peu partout dans le monde. Une des principales, c'était celle de la fameuse université médicale dont le nom m'échappe, mais qui me reviendra un peu plus tard, et des tableaux de bord qui ont été construits, diffusés en tous sens. La remarque, elle est relative à l'usage qui a été fait de ces indicateurs. Dans les premières semaines, très clairement, l'indicateur clé, en tout cas le plus populaire, était le nombre de morts. Manifestement, la société s'est fixée autour de cet indicateur comme mesure de gravité de l'épidémie. Assez rapidement, les scientifiques et les épidémiologiques sont intervenus et l'indicateur critique est devenu le fameux R. On est tous devenus épidémiologistes à un moment donné avec ce fameux R0. Où est le R? Ce n'est pas tout à fait le même. Le R0, c'est la capacité de diffusion intrinsèque du virus, donc le R0, et le R, c'est la mesure de sa contamination, inférieure ou supérieure à 1, qui prend sens parce qu'on a un modèle d'équation différentielle, ça tout le monde ne le sait pas, mais la variation du nombre de contaminés est égale à R fois le nombre de gens qui n'ont pas été contaminés. Et ce R prend sens au sein de cette équation, puisque quand le R est supérieur à 1, vous avez une équation qui devient exponentielle, et quand il est inférieur à 1, on va avoir une exponentielle négative, c'est-à-dire une réduction à 0. Et donc ce coefficient a été suivi de manière très près. Quand on a avancé dans l'épidémie, après le premier confinement, avant le second confinement, notamment pendant l'été, ce sont les taux d'incidence qui ont servi de boussole en quelque sorte. Alors les taux d'incidence, pourquoi? Parce qu'ils permettent de ramener à une même échelle des nombres qui n'ont pas tout à fait le même sens. Le nombre de morts en France, le nombre de morts en Inde n'a pas tout à fait la même signification. Mais quand on raisonne en termes de nouveaux malades détectés pendant une période et dans une région donnée, ça devient absolument intéressant. Et pendant l'été 2020, on a vu apparaître, je ne les ai pas mis ici, des beaux tableaux colorés montrant les taux d'incidence par âge, par département et au cours du temps. Et c'est un moyen ici de pouvoir suivre l'épidémie et pour le gouvernement et les autorités de recommander ou d'imposer un certain nombre de gestes barrières, puisque la réponse au Covid a été simple, il ne faut pas se toucher, quoi. Au début, on était à 1 mètre, ensuite 2 mètres, avec des gants. Les gants, ça n'a pas été important. Le masque s'est imposé de manière assez surprenante. On pourrait en reparler. Et ça, c'est bien la démonstration qu'en fait, au fond, et là de manière naturelle dans ce cas-là, qu'on peut changer très rapidement de KPI selon les situations et les problèmes qui ont été posés. Alors, il y a vraiment l'histoire à faire, ça c'est un de mes petits projets, qui serait de reprendre cette période-là et de compter notamment dans les réseaux sociaux la fréquence avec laquelle certains KPI ont été utilisés. Troisième péché, c'est la paresse, naturellement. Un des grands problèmes des KPI, c'est qu'on les prend pour vérité acquise,
en oubliant le cadre dans lequel ils ont un sens. Là, j'essaie de représenter finalement une petite théorie de la satisfaction et de la réclamation client, hein, de manière simplifiée. Alors, on voit bien qu'il y a trois niveaux de variables. Le modèle causal, il est sur la gauche, hein. Quand on parle de satisfaction ou d'insatisfaction, on parle de quoi? On parle d'un écart entre les attentes des consommateurs et l'expérience qu'ils ont de la consommation. Ça, c'est ce qui est dans la tête de tout le monde. On parle un petit peu moins, mais là j'en profite pour faire de la publicité pour un groupe de travail, de la notion d'injustice qui, elle, ne découle pas tellement d'une comparaison entre des attentes naturelles qu'on pourrait avoir, on pourrait les raffiner, et d'une expérience, mais compare une expérience à des droits, hein. Le sentiment que tu as éprouvé ce matin, Marie-Louise, ce n'est pas l'insatisfaction, c'est un sentiment d'injustice. Tu avais le droit de prendre l'avion et quelqu'un t'a interdit de prendre l'avion et t'a confiné à Osgore, hein. Donc, on est sur une autre mécanique. Et puis, bien sûr, on va avoir les réponses des consommateurs. Là, on en a le spectre qui peut être effectivement ce qu'on espère chez tous les utilisateurs du NPS, que étant particulièrement satisfaits et trouvant la relation parfaitement juste, ils seront motivés à recommander. Mais dans d'autres cas, ce sera simplement réacheter, à déserter, hein. Regardez la situation soviétique, soviétique russe, la réponse des jeunes hommes entre 20 et 60 ans, puisqu'apparemment il n'y a pas beaucoup de limite d'âge, à la conscription, aujourd'hui, est une désertion relativement massive, hein. Autre type qui résulte d'un sentiment ou d'insatisfaction à l'égard de leur gouvernement ou d'injustice. Quand on regarde en finesse, on se rend compte que pour la première fois dans l'histoire, on a des soldats qui fuient le pays agresseur. C'est quand même une chose assez curieuse et assez étonnante. On peut avoir des protestations, les réclamations traditionnelles, sans compter la vengeance. Donc quand on construit des indicateurs, on ne peut pas construire de bons indicateurs de performance si on n'a pas une théorie du phénomène qu'on est en train de suivre et d'analyser, hein, qui est adapté en fonction des contextes, hein. Il y a certaines entreprises qui seront, par exemple, beaucoup plus sensibles aux réponses de fuite. Quand on est dans le secteur des télécoms, où le marché est à saturation et ce qui fait les différences de part de marché, c'est au fond les pertes de clients, on va être centré beaucoup plus sur les questions de churn que sur des questions d'accroissement du revenu, par exemple. Parce que le risque le plus important, c'est d'avoir un taux de churn plus important que les concurrents, qui conduirait à une baisse de part de marché, de chiffre d'affaires et de profitabilité. Donc, la paresse peut être ennuyeuse dans le sens où on n'a pas réfléchi au phénomène de cause à effet qui affecte les différents indicateurs qu'on veut relier. Un autre péché, c'est l'envie. Alors là, je vais me sacrifier un peu. C'est ma fiche technique du monde universitaire. Donc ça, c'est un petit extrait d'une plateforme qui s'appelle ResearchGate. Alors, il y en a une beaucoup plus commune que vous connaissez, qui est Google Scholar. Si vous voyez un universitaire, vous avez envie de l'évaluer, c'est très simple, vous tapez son nom dans Google Scholar, on est quasiment tous référencés sur toute la planète, et puis vous allez avoir une belle feuille avec la liste des publications et deux indicateurs clés en bibliométrie qui sont un indicateur en fait, mais un premier indicateur effectivement qui est la production et le deuxième, le nombre d'articles produits, et le deuxième indicateur, c'est le nombre de citations, le nombre de fois où ces articles ont été traduits. Alors là, j'ai pris la version de ResearchGate qui me score comme n'importe lequel de mes collègues avec un score d'intérêt de recherche qui se décompose, c'est le schéma qui est en dessous. Qu'est-ce qui fait que j'attire un certain intérêt? Ben, c'est pour 40%, 39,97, les citations. Ben, j'ai la chance d'avoir des travaux qui sont de temps en temps cités. Et pour l'autre grosse partie, d'avoir le nombre de textes qui ont été lus. Hein, donc sur la plateforme, mes textes peuvent être téléchargés sous forme de PDF.
on ne va pas compter le nombre de vues, mais on va compter le nombre de lus qui manifestent un engagement plus élevé des lecteurs. Et puis, l'envie, c'est la partie de droite. Hein. Bon, quelques autres, donc le nombre de lectures, le nombre de citations, le nombre de recommandations, de mentions, et puis, surtout, la comparaison aux autres. Hein. Bon, ça va, dans ResearchGate, je suis à peu près dans les 15%, on va dire, les plus cités. Je peux en tirer une certaine satisfaction. Je pourrais regarder de manière un peu plus précise dans mon domaine quelle est la situation. Donc, j'ai regardé dans le champ du marketing. Je serai un petit peu plus nuancé parce que comme je deviens vieux, j'ai accumulé beaucoup de choses. Et effectivement, si on tient compte de ma date de première publication, mon ranking est beaucoup plus faible. Alors, pourquoi c'est un péché? Parce que ça introduit dans les communautés ce type d'indicateur, un effet de compétition qui est extrêmement intense. Hein. Je vais vous donner une pratique que quelques-uns de mes collègues ont et que moi j'ai de manière systématique. Lorsqu'on recrute des collègues, on a des commissions spéciales et on a toujours des gens qui vont rapporter, on va discuter. Moi, j'ai décidé pour ma part d'abandonner, de ne plus lire les dossiers de candidature. Je ne lis pas les CV, nos dossiers sont gros, hein, parce que je sais qu'ils sont fabriqués. Je tape directement le nom du candidat dans Google Scholar et je l'évalue à partir de ses scores. Aujourd'hui, cette plateforme-là, ce type d'indicateur, détermine quasiment les salaires des universitaires. Pas en France parce qu'on est encore fonctionnaire, hein. Mais si vous êtes aux États-Unis, il est très clair qu'une partie de la négociation du salaire va se baser sur la base des scores qui ont été établis, les meilleurs scores pouvant négocier de manière assez élevée. Alors, le péché ici, c'est effectivement diviser pour régner, introduire un esprit de compétition systématique qui a en général dans les organisations tendance à réduire et à dégrader ce qu'on appelle savamment dans le monde universitaire la citoyenneté organisationnelle, organizational citizenship, c'est-à-dire ce sens de la collectivité qui nous amène à réaliser des tâches indépendamment de leur rémunération ou de leur gratification pour le bien du collectif. Donc ça, je pense que c'est un sujet de réflexion très important. Dans le même mouvement, on va retrouver ici la colère. C'est peut-être le péché le plus grave pour moi. Le péché le plus grave des KPI, c'est d'associer les KPI à une rémunération ou à une récompense. Et souvent, on est tenté de faire ce genre de choses. Le résultat est généralement catastrophique. Alors, le cas le plus connu, hein, c'est l'état de notre police et de notre justice. Il y a une politique aujourd'hui qui est très générale hein, dans l'évolution des politiques publiques. On a en France ce qu'on appelle la LOLF, mais qui est un principe général de dire aujourd'hui le législateur doit mettre en phase les moyens et les résultats obtenus quand on a une nouvelle législation. Alors effectivement, en matière de criminalité, on a une politique qui vise à faire du nombre et à dire on va attribuer les budgets et les ressources en fonction de la performance des services de police. Le problème, c'est quoi? C'est que s'il y a des primes, des intéressements qui sont associés au nombre d'arrestations qu'on a fait, on va générer des nouveaux comportements. Alors, en matière notamment de stupéfiants, le résultat est bien connu. Alors, je n'ai plus le chiffre précis en tête, mais je crois que 30 à 40% des affaires qui sont traitées en correctionnel sont liées à des affaires de stupéfiants. Mais ça conduit surtout la police, pour pouvoir atteindre les chiffres qui sont demandés et satisfaire l'exigence des KPI, ne serait-ce que pour bénéficier des primes, à faire des arrestations sans gros intérêt. Donc, on connaît à peu près le mécanisme. Un fourgon de police s'arrête à un carrefour et va arrêter systématiquement un type de population, les contrôler, les papiers éventuellement fouillés et aller chercher ceux qu'on appelle, entre guillemets, les chiteux, les petits revendeurs de rue, sans toucher absolument
au trafic central et important. Et là, on arrive, grâce à l'utilisation de KPI, à une inefficacité complète d'une politique donnée. Alors, au-delà de cet exemple qui est un petit peu caricatural, j'ai retrouvé un papier qui vient de sortir, qui est absolument passionnant, sur les évolutions, et qui est plus proche de nous, plus proche du marketing, sur les évolutions des cabinets d'études et des pratiques d'études. Et on se rend compte, les chercheurs se sont rendus compte qu'il y a une évolution très très forte dans la pratique des études. On avait auparavant, quelques années, ça continue encore, mais on va dire de manière moindre, une orientation ostensive, c'est-à-dire le rôle des cabinets d'études se limitait des cabinets d'études, oui, des cabinets d'études, se limitait à produire de la donnée, des chiffres, des indicateurs, mesurer une satisfaction, mesurer un NPS pour le compte d'eux, avec un objectif de fiabilité de ces indicateurs. Aujourd'hui, on se rend compte que ces indicateurs n'étant pas, c'est pas suffisant, et qu'il y a une demande de la part des entreprises qui conduit à avoir un service beaucoup plus performatif. Non, ne pas simplement avoir les chiffres, mais avoir aussi l'orientation et dans ce cas-là, l'insight. Ce qui est demandé aujourd'hui aux sociétés d'études, c'est pas de réaliser des études, c'est d'apporter des insights et de passer sur un plan qu'on peut qualifier de performatif. Alors, performatif, je rappelle, ça m'est déjà arrivé d'en parler à la marque. Cette notion de performativité, on la retrouve chez un linguiste qui s'appelle Austin et qui a fait une découverte assez fondamentale dans les années 60. Et cette découverte fondamentale, c'est que la phrase « passe-moi le sel » ne veut rien dire. Elle n'est pas quelque chose qu'on dit, elle n'est pas une transmission d'informations, elle est une action à part entière, elle intime à l'autre de passer le sel. Et c'est là où on a un nœud gordien dans l'utilisation des KPI. Est-ce que le KPI doit rester simplement ostensif, juste être l'indicateur d'une chose qui se passe, sans influencer les actions qui vont être prises par la suite, ou est-ce qu'il devient en soi l'action qui va orienter les gens? Alors, je vais donner un dernier exemple là-dessus, c'est l'usage des commentaires dans les plateformes de type TripAdvisor. Ça fait un petit moment que j'y travaille et je me rends compte de plusieurs choses. Mais première chose, que les notes qui sont données n'ont quasiment aucun impact sur les décisions prises par les consommateurs, où il est très faible. J'ai des cas sur Airbnb, sur TripAdvisor, sur Airbnb, oui, très bien. Et la seconde chose, c'est qu'ils sont utilisés non pas pour l'information qu'ils apportent, mais comme filtre, comme élément qui permet d'éliminer les offres et de faciliter la lecture. Donc, l'indicateur en lui-même n'apporte pas une information, mais préconditionne ou conditionne l'action que vont faire les consommateurs. Le schéma général est simple, quand il y a de trop bonnes notes ou de trop bons commentaires, on élimine, c'est trop beau pour être vrai. Quand il y a trop de commentaires négatifs, on élimine parce qu'il y a un risque sérieux. Donc aujourd'hui, par exemple, l'utilisation, la diffusion systématique de ces indicateurs, pensez à des plateformes comme Trustpilot, même si je ne trusterai pas beaucoup ce pilote-là, il y a des questions de qualité intrinsèque qui sont posées, mais on a une énorme machine aujourd'hui qui filtre les décisions des consommateurs presque à l'insu de leur plein gré. Alors, on va arriver à la luxure. Alors, la luxure, il y en a deux versions. Il y a la version scientiste. Alors, petite image pour rappeler une mode un peu passée, mais qui est toujours là, celle du self-quantified, qui représente en quelque sorte le nec plus ultra de la KPIsation. Se mesurer soi-même en permanence, mesurer son environnement en permanence, avoir ce retour d'information, ce feedback pour atteindre certains buts. Alors, il y a des situations dans lesquelles, au passage, ça ne marche jamais. Il y a un objet, par exemple,
qui ne remplit pas son objet, c'est la balance électronique, la balance connectée. Eh bien, souvent, la balance connectée est abandonnée parce qu'elle crée de l'inconfort chez son utilisateur qui, tous les jours, se pèse et se rend compte qu'il ne maigrit pas ou ne perd pas de poids. Le feedback, dans ces cas-là, va entraîner une réaction relativement négative qui va jusqu'au rejet de l'appareil lui-même, hein. Donc, l'idée scientiste de croire que parce qu'on mesure on va pouvoir améliorer son action, ce n'est pas une idée si évidente que ça. Et puis, si on pousse à l'extrême, les KPI deviennent complètement fétichistes, hein. J'ai employé le mot au début de la présentation, et puis ça ressemble plus à un silice. Donc l'objet que vous voyez sur l'image de droite, ce n'est pas très beau, hein. C'est le silice, donc c'est un de ces objets d'autotorture que portent les jésuites, hein. Je pense que certains les portent encore. Donc une espèce de ceinture en métal avec des crochets qu'on serre autour du torse et qui permet de se rappeler que le Christ a souffert. Voilà, mais on va arrêter la théologie. On va finir par le dernier péché, hein, sans doute le plus important, le péché d'orgueil. L'usage immodéré des KPI dans notre société fait qu'on est une société de l'Eurovision, hein. Ça, c'est les résultats de l'Eurovision. On est une société qui rank en permanence les classements de la relation client, je ne sais pas combien il y en a actuellement en circulation, les classements des grandes écoles, les classements des universités, les classements de la RSE. On est une grande école maternelle aujourd'hui où tout le monde est noté, tout le monde est classé et où notre société devient, comme le disait Keynes, un grand concours de beauté. Les KPI, ce n'est pas fait pour se glorifier, c'est fait pour comprendre ce qui se passe dans la boîte noire de l'entreprise ou du service. J'ai plus qu'à conclure. Des recommandations, j'ai eu un point de vue négatif. Les recommandations sont assez simples. Le bon usage des KPI, ça veut dire qu'on en utilise un nombre limité et adéquat. On utilise des KPI qui rendent compte de causes et d'effets. Si la satisfaction n'explique pas la croissance du chiffre d'affaires, ce n'est pas la peine d'utiliser la satisfaction comme KPI, hein, en gros. On doit les utiliser dans un contexte donné, il n'y a pas d'universalité des KPI. Le NPS, c'est un instrument utile pour les entreprises en croissance, c'est un instrument qui n'a aucun intérêt pour les entreprises à maturité. Pourquoi? Tout simplement parce que le NPS va chercher à capter la tendance des consommateurs à convaincre de nouveaux consommateurs. Et ça n'a de sens d'encourager ces comportements que lorsqu'on est en phase de croissance. Quand on est en maturité, l'essentiel, l'important stratégiquement, c'est de conserver nos clients et on fera plus attention à des indicateurs qui sont relatifs à l'expérience client qu'à la volonté de prosélytisme des clients, hein. La contextualisation, c'est un élément donné. Les KPI doivent avoir une durée de vie limitée. Croire qu'on va utiliser un KPI dans l'action et qui va durer dans le temps, ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, ceux qui sont soumis à ce KPI, ceux qui sont observés, vont être informés aussi de leur évaluation et vont modifier leur comportement pour se réajuster, ce qui ruine irrémédiablement l'usage des KPI. Donc, il faut les changer régulièrement et fréquemment, hein. Éviter le plus possible d'associer des récompenses à la mesure. Dès lors qu'on associe une récompense à une mesure, la mesure devient fausse. Elle va être tordue à un moment ou à un autre. Et puis, point important, un KPI, ça ne sert pas à organiser la compétition, ça sert à diagnostiquer les phénomènes qui sont à l'œuvre dans l'univers de l'entreprise. Le dernier point, je l'aime bien, c'est que si ce n'est pas respecté, si tous ces critères ne sont pas respectés, ce n'est pas grave du tout. Parce qu'au fond, même si un KPI est faux, sa vraie vertu, c'est une vertu rituelle. C'est ce qui va permettre aux gens
de travailler ensemble. Et ça revient à une notion assez intéressante en management, c'est la notion d'objet frontière. La grande vertu des KPI, c'est de faire le lien entre ce qu'on appelle des mondes sociaux différents. Je vais finir juste sur un exemple. C'est l'exemple de l'hôpital. Hein. On parle beaucoup de l'hôpital, quand on parle de quantification, la révolution, le new management de l'hôpital, c'est en grande partie l'introduction massive de KPI et d'instruments de mesure. Mais le problème sous-jacent de l'organisation hôpital est depuis longtemps la tension qui existe entre des groupes différents, notamment la communauté médicale et les responsables du management, de la gestion, hein, les gestionnaires et les médecins, qui parlent des langages complètement différents, qui sont dans des perspectives totalement différentes et qui ont besoin de se rejoindre à certains moments, notamment au cours du dialogue de gestion, donc toute cette phase dans laquelle des discussions s'engagent pour dire quels sont les besoins, définir quels vont être les objectifs et allouer les ressources. Hein. Est-ce qu'on ferme la maternité pour conserver l'unité de chirurgie ou réciproquement? Et là, l'usage des KPI, peu importe leur précision, leur pertinence, mais le fait qu'il existe un système, donc ici c'est ce qui est représenté d'un côté par le tableau de bord, donc des groupes hospitalo-médicaux, de l'autre côté les comptes de résultats par unité médicale, mais le système d'information et le système d'indicateurs va permettre de mettre en relation, va servir d'interface au moins entre ces deux groupes sociaux. Et si on a des classements, si on a une espèce de généralisation, je pense, des indicateurs de performance dans notre société, c'est qu'au fond, même s'ils ne sont pas valides dans le sens de la mesure, ils permettent de rassembler, de mettre sur un même plan des gens qui sont très largement fragmentés dans leurs intérêts et leurs préoccupations. Voilà. C'était pas trop diabolique, je pense. Mais c'était même divin, mon cher Christophe. Bah, écoute, Faut pas pousser, quand même. un grand. Non, faut pas pousser, mais c'est le seul truc qui m'est venu à la bouche. Tu m'en voudras pas. En tout cas, merci, mon cher Christophe. Là, il y a des petits clap-clap qui se mettent en ordre de marche. N'hésitez pas, comme on a pu évoquer tout à l'heure, bah, usez de vos petites mains, posez effectivement des questions, faire des commentaires. On a utilisateur inconnu qui dit bravo et merci. Merci pour ce petit tour d'horizon. On a parlé géopolitique, on vient de parler hôpital, on a parlé chiteux, on a parlé de beaucoup de choses pendant ce talk. Avant peut-être que quelques questions ne tombent, une peut-être, parce que je sais t'avoir entendu sur le sujet, et à l'époque j'avais été très surpris d'entendre cela, c'était effectivement de taire, alors peut-être là tu dis, mais je ne crois pas, de taire effectivement les bons KPI, au motif que si on communique dessus, on les tue. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus, même si je sais qu'en creux, tu as abordé le point par la performativité et beaucoup d'autres choses. Oui, ben c'est, je dirais, la façon de travailler avant, les KPI ne sont consultés que par ceux qui vont prendre les décisions. Ouais. Hein. Ça, c'est le côté silence. Donc, effectivement, la transparence en matière de KPI, c'est pas très bon. Dès qu'on commence à diffuser un indicateur de performance, quel qu'il soit, on le met aux mains des agents qui en sont justement les objets. Les agents humains ne sont pas passifs, hein, ils sont actifs, vont avoir vite une bonne compréhension de ce qui se passe et vont s'adapter. Alors, je vais donner un exemple simple sur les choses sur lesquelles je travaille. Bon, on va prendre l'exemple d'Instagram qui, ces derniers mois, a commencé à faire une expérience qui est de ne plus afficher le nombre de likes et de bravos d'un post du côté de ceux qui le regardent, du côté des spectateurs. Pourquoi? Parce qu'on sait, alors là, on a un bel effet de performativité. Le nombre de likes, en fait, que reçoit un post ne dépend pas de la qualité du post, mais dépend du nombre de gens qui ont liké auparavant. Il y a un effet de herding behavior, un effet moutonnier. Si vous voyez que tout le monde a applaudi, vous allez applaudir aussi. Alors ça conduit, vous en avez fait tous l'expérience,
à la catastrophe de LinkedIn. LinkedIn qui devrait être un réseau de partage de connaissances, d'échanges, aujourd'hui c'est le royaume de l'autocongratulation. Et vous allez voir que quand quelqu'un annonce quelque chose, il n'a même pas besoin de mettre le contenu. On va avoir des scores de 100, 200, 300 applaudissements quand on reçoit un diplôme. Et quand vous donnez une information précieuse, intéressante, pertinente, le malheureux poste ne va en retrouver que 3 ou 4. Or, Instagram s'est fait la réflexion de dire que s'il n'y a plus que des photos de complaisance, que si les photos qui réussissent le mieux sont celles qui ont été prises dans un contexte amical et familial qui favorise les applaudissements, on va perdre de vue totalement ce qui est le produit essentiel d'Instagram, la production de photos de qualité. Et on risque de voir se dégrader la qualité générale des photos, puisqu'il y aura une incitation pour les cercles d'autocongratulation et une pénalité pour les contenus qui soient intéressants. Donc là, on a, je pense, une expérience qui doit faire réfléchir, c'est comment on réfléchit au design. Et là, l'aspect du design d'Instagram, c'est effectivement, est-ce qu'on doit diffuser ou pas diffuser la performance de certains contenus auprès du public qui est l'objet de la mesure de performance.